Et si ton silence était la seule chose qu'il ne pouvait pas contrôler? Et si, pour la première fois, ce n'était pas toi qui souffrais du manque, mais lui? Ce moment où tu décides de ne plus répondre, de ne plus expliquer, de ne plus te justifier, ce moment-là change tout. Parce que face à ton silence, le narcissique se retrouve enfin face à quelque chose qu'il ne maîtrise pas, le vide. On croit souvent que le silence est une faiblesse, qu'il signifie abandon, fuite, incapacité à faire face. Il y a quelque chose de profondément dérangeant, presque insupportable dans le silence que tu choisis. Pas un silence de faiblesse, pas un silence de résignation, mais un silence décidé, habité, conscient. Ce silence-là n'est pas une absence, c'est une présence différente, une présence qui ne répond plus aux règles invisibles que l'autre avait imposées. Dans une relation marquée par la dynamique narcissique, tout repose sur un échange constant d'énergie. Tu ressens, tu réagis, tu expliques, tu t'excuses, tu te défends, tu t'efforces de maintenir un équilibre qui en réalité n'existe pas. Et dans ce mouvement, sans même t'en rendre compte, tu nourris quelque chose, tu alimentes un besoin de contrôle qui ne dit pas son nom. Tu deviens petit à petit une source. Le narcissique ne contrôle pas seulement ce que tu fais, il cherche à contrôler ce que tu ressens. Tes doutes, tes peurs, tes espoirs deviennent des leviers. Il teste, il ajuste, il observe. Et souvent, tu entres dans ce jeu sans le vouloir, avec l'espoir que, cette fois, il comprendra, que cette fois, les choses seront différentes. Mais le silence vient rompre ce schéma. Parce que le silence, quand il est choisi, retire l'accès, il coupe l'approvisionnement émotionnel, il met fin à cette circulation constante d'attention et de réaction. Et soudain, quelque chose se désorganise. Ce n'est pas simplement que tu ne réponds plus, c'est que tu ne participes plus. Et cela, pour quelqu'un qui a besoin de maîtriser l'interaction, devient profondément perturbant. Le silence crée un espace dans lequel il n'y a plus de miroir, plus de validation, plus de contradiction non plus, juste un vide. Et ce vide, il ne sait pas l'habiter, car dans ce type de fonctionnement, le contrôle donne une illusion de sécurité. Tant que l'autre réagit, même dans la colère ou la douleur, il y a une forme de certitude. Le lien existe, l'influence est là, le pouvoir circule encore. Mais lorsque tu te retires, lorsque tu ne donnes plus prise, ce pouvoir se dissout. Il ne peut plus anticiper, il ne peut plus provoquer, il ne peut plus corriger. Et cela crée une tension intérieure. Il peut essayer de rationaliser, se dire que tu reviendras, que tu es simplement en train de prendre du recul. Mais ton silence n'est pas un recul temporaire, c'est une rupture dans le fonctionnement. C'est une décision silencieuse qui dit ⁇ je ne joue plus ⁇ Et cette décision change la dynamique, parce que pour la première fois, tu n'es plus dans la réaction, tu n'es plus dans l'adaptation constante, tu n'es plus dans cette fatigue invisible de devoir comprendre, expliquer, réparer, tu es ailleurs. Et cet ailleurs est inaccessible. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que ton silence ne le touche pas forcément comme il t'a touché toi. Il ne ressent pas le manque de la même manière, mais il ressent la perte de contrôle. Et cette perte crée un inconfort, une agitation, parfois même une forme de confusion. Car sans ton regard, sans ta réponse, sans ta présence émotionnelle, il n'y a plus de point d'ancrage. Ton silence devient alors un langage qu'il ne sait pas décoder, et dans ce silence, quelque chose se rééquilibre, pas immédiatement, pas parfaitement, mais progressivement. Tu reprends un territoire intérieur que tu avais laissé se fragmenter. Tu te reconnectes à une forme de calme, même fragile, même incertain, et surtout, tu sors d'un système où chaque mot, chaque geste, chaque silence était interprété, utilisé, parfois retourné contre toi. Ton silence n'est pas une punition, ce n'est pas une stratégie de manipulation inversée, c'est une manière de te protéger. Et cette protection, aussi simple qu'elle puisse paraître, est en réalité profondément transformatrice, parce qu'elle dit que tu reconnais enfin la limite et que tu la respectes. Il y a une idée qui revient souvent presque instinctivement lorsqu'on s'éloigne de quelqu'un, lorsqu'on coupe le contact, on pense que le lien s'efface doucement, que l'absence finit par calmer les choses, que le silence apaise. Mais dans une dynamique narcissique,
Le manque ne fonctionne pas de cette manière. Il ne calme pas. Il ne libère pas immédiatement. Il agit comme un déclencheur. Le manque, ici, ne concerne pas vraiment la personne que tu es. Il concerne ce que tu représentes, ce que tu apportais, ce que tu permettais, une présence qui rassurait son besoin d'exister à travers le regard de l'autre, une source constante d'attention, de validation, de réaction. Et quand cette source disparaît, il ne reste pas simplement un vide, il reste une tension. Ce manque-là n'est pas doux, il n'est pas nostalgique, il est dérangeant. Parce que dans cette relation, tu n'étais pas seulement aimé ou apprécié, tu étais intégré dans un système dans lequel ton rôle était, d'une manière ou d'une autre, de répondre, de nourrir, d'être disponible émotionnellement, même dans la douleur. Alors quand tu choisis le contact zéro, ce n'est pas seulement une distance que tu crées, c'est une rupture d'approvisionnement. Et cette rupture vient activer quelque chose de plus profond. Le narcissique ne ressent pas le manque comme une invitation à se remettre en question. Il ne se dit pas spontanément « qu'est-ce que j'ai fait ?». Il ressent plutôt une perte de contrôle, une frustration, une forme d'irritation intérieure, comme si quelque chose lui échappait sans qu'il comprenne pourquoi. Et cette incompréhension peut rapidement se transformer en obsession. Pas une obsession romantique, pas un désir sincère de réparer, mais une fixation, une focalisation sur ce qui lui échappe, sur ce silence qu'il ne peut pas pénétrer, sur cette absence qu'il ne peut pas combler facilement, parce que ton silence crée une dissonance. Avant, tout était prévisible. Tu répondais, tu expliquais, tu revenais. Même après les conflits, même après les blessures, il y avait ce mouvement de retour. Et ce mouvement confirmait quelque chose pour lui. Il avait encore une emprise. Mais lorsque tu arrêtes ce cycle, lorsque tu ne reviens pas, lorsque tu ne donnes plus aucun signe, son esprit cherche à comprendre. Et ne comprenant pas, il imagine. Il imagine que tu penses encore à lui. Il imagine que tu vas revenir. Il imagine que ce silence est temporaire. Et plus le temps passe, plus cette imagination prend de place, parce que le manque, dans ce cas, ne se résout pas, il s'intensifie, il devient une question ouverte, une tension non résolue, et cette tension peut le pousser à essayer de rétablir le contact. Pas forcément par attachement, mais pour retrouver une forme de contrôle, pour vérifier que le lien existe encore, pour s'assurer qu'il peut toujours provoquer une réaction. Ton silence devient alors une énigme qui dérange, qui agace, qui intrigue. Et ce qui est difficile à saisir, c'est que ce processus n'est pas linéaire. Il peut passer par des phases, par des moments où il semble indifférent, puis d'autres où il revient de manière inattendue, par des tentatives subtiles ou plus directes, mais au fond, ce qui alimente ce mouvement, c'est le manque d'accès, le fait que tu ne sois plus disponible, le fait que tu ne répondes plus à ses sollicitations, même implicites, et dans ce refus de participer, dans ce retrait, quelque chose change profondément. Parce que pour la première fois, le lien ne dépend plus de lui. Il ne peut plus le relancer à volonté, il ne peut plus en contrôler le rythme, il ne peut plus en définir les règles, et ce déséquilibre crée une forme de tension intérieure qu'il ne sait pas apaiser autrement qu'en cherchant à rétablir l'ancien fonctionnement. Mais ce qu'il ne comprend pas immédiatement, c'est que ton silence n'est pas une pause. Ce n'est pas un jeu, c'est une décision. Et cette décision, parce qu'elle est ferme, parce qu'elle est stable, vient transformer le manque en quelque chose qu'il ne peut plus résoudre facilement. Un manque sans réponse, un manque sans accès, un manque qui, peu à peu, devient une perte de pouvoir. Il y a un moment très particulier, presque invisible de l'extérieur, où quelque chose bascule. Ce moment ne fait pas de bruit, il ne s'accompagne pas forcément de mots ni de confrontations, c'est un glissement intérieur, une rupture discrète mais profonde, et dans cette rupture, il ne s'agit plus seulement de ton silence, il s'agit de ce que ce silence provoque chez l'autre. Car lorsque le narcissique réalise, même confusément, que quelque chose lui échappe vraiment, ce n'est pas simplement une frustration qui apparaît, c'est une perte de repère. Pendant longtemps, il a évolué dans un espace où les règles lui étaient favorables. Il savait comment provoquer une réaction, comment obtenir une réponse,
comment réactiver le lien, même après une distance ou un conflit. Il y avait une forme de prévisibilité dans ton comportement, non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais engagé, impliqué, présent émotionnellement. Et cette présence lui donnait une forme de pouvoir. Un pouvoir subtil, souvent difficile à nommer, mais bien réel. Le pouvoir d'influencer ton état intérieur, de modifier ton humeur, tes pensées, parfois même ta perception de toi-même. Ce pouvoir ne s'exerçait pas toujours de manière consciente, mais il était là, inscrit dans la dynamique. Puis vient le silence, et avec lui, quelque chose se désorganise. Au début, il peut minimiser, penser que c'est temporaire, que tu reviendras comme avant, que ce n'est qu'une phase, mais progressivement, une autre sensation apparaît, moins confortable, plus instable. Il commence à ressentir qu'il n'a plus accès à tes émotions, plus accès à tes réactions, plus accès à cette partie de toi qu'il pouvait atteindre, toucher, parfois perturber, et cette absence d'accès crée une perte de contrôle, pas seulement sur la relation, mais sur l'image qu'il avait de lui-même dans cette relation. Car ce pouvoir qu'il exerçait participait à une forme d'équilibre interne, une manière de se sentir en position de maîtrise, de supériorité parfois, ou simplement de sécurité. Lorsque ce pouvoir disparaît, il ne reste pas un vide neutre, il reste une tension intérieure qui peut prendre différentes formes. Parfois, c'est de l'agacement, une irritation diffuse face à ce silence qui persiste. Parfois, c'est de la confusion, une difficulté à comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent plus comme avant. Et parfois, plus profondément, c'est une forme de panique. Pas une panique visible, pas une panique assumée, mais une agitation intérieure, une sensation que quelque chose lui échappe définitivement. Parce que dans cette dynamique, perdre le contrôle, ce n'est pas simplement perdre l'autre, c'est perdre un point d'ancrage. Il n'a plus de prise, il ne peut plus corriger, il ne peut plus ajuster, il ne peut plus ramener la situation à quelque chose de familier, et cette impossibilité crée une instabilité. Il peut essayer de reprendre la main de différentes manières, par des messages, des tentatives indirectes, des gestes qui cherchent à recréer un lien, mais si ton silence reste stable, si ta décision ne vacille pas, ces tentatives se heurtent à quelque chose de nouveau pour lui, une limite réelle. Et cette limite, il ne peut pas la contourner comme avant. C'est là que la panique intérieure peut s'intensifier, parce qu'il ne s'agit plus seulement de récupérer une interaction, il s'agit de faire face à une situation où il n'a plus de contrôle, où il ne peut plus influencer l'issue, où il ne peut plus s'appuyer sur les anciens schémas, et face à cela, il peut osciller entre le déni et l'insistance, entre l'indifférence affichée et la tentative de retour, entre le rejet et l'attraction. Mais au fond, ce mouvement traduit une seule chose, une perte de stabilité interne. Ton silence agit comme un révélateur. Il met en lumière une dépendance au contrôle qui, jusque-là, pouvait rester masquée par la dynamique relationnelle. Et sans cette dynamique, sans cet échange constant, cette dépendance devient plus visible, plus difficile à gérer. Ce qui est essentiel ici, c'est de comprendre que cette panique ne signifie pas une prise de conscience immédiate. Elle ne conduit pas automatiquement à un changement profond ou sincère. Elle est souvent centrée sur la perte, sur le manque de contrôle, sur l'inconfort. Mais elle marque un point de bascule, un moment où le système ne fonctionne plus comme avant, un moment où ton silence n'est plus interprété comme un simple retrait, mais comme une réalité qu'il ne peut pas modifier. Lorsque le silence s'installe et qu'il dure, lorsqu'il ne cède pas, lorsqu'il ne s'effondre pas au premier signe de manque ou de doute, quelque chose d'autre commence à émerger. Ce n'est plus seulement une réaction intérieure, une agitation ou une confusion. Cela devient un mouvement vers l'extérieur, une tentative de rétablir le contact, de recréer un lien, mais pas n'importe comment. Ces retours ne sont jamais totalement neutres. Ils ne sont pas spontanés dans le sens simple du terme. Ils s'inscrivent dans une logique. Une logique où il ne s'agit pas seulement de revenir vers toi, mais de retrouver une position.
une place dans laquelle il peut à nouveau influencer, toucher, provoquer une réponse. Au début, cela peut prendre une forme douce, un message bref, presque banal, comme si rien ne s'était passé. Un « tu vas bien », un souvenir partagé, une remarque anodine, et dans cette apparente simplicité, il y a déjà une intention. Tester, voir si le lien existe encore, vérifier si une réponse est possible, si la porte est encore entr'ouverte. Si tu réponds, même brièvement, même avec distance, quelque chose se réactive, une dynamique familière reprend doucement. Pas forcément de manière immédiate, mais le mécanisme est relancé. Et si tu ne réponds pas, si ton silence continue, les tentatives peuvent évoluer. Elles deviennent plus marquées, plus insistantes parfois. Ou au contraire, plus subtil. Il peut utiliser le charme, se montrer attentionné, exprimer des regrets parfois. Pas toujours de manière profonde, pas toujours avec une réelle remise en question, mais suffisamment pour créer un doute, pour toucher quelque chose en toi, pour réveiller une part de ton histoire avec lui, parce qu'il connaît tes points sensibles. Il sait ce qui peut t'émouvoir, ce qui peut te faire hésiter, ce qui peut créer une ouverture. Et dans cette phase, la confusion devient un outil. Il peut mélanger les registres, être distant un jour, puis proche le lendemain, exprimer un manque, puis disparaître à nouveau. Ce mouvement crée une instabilité émotionnelle, une difficulté à comprendre ses intentions. Et cette confusion, si tu y entres, peut te ramener dans l'ancien cycle, car tu cherches du sens, tu cherches de la cohérence, tu cherches à comprendre ce qui est vrai. Mais dans cette dynamique, la cohérence n'est pas toujours l'objectif. L'objectif est souvent de recréer une interaction, peu importe sa forme, tant qu'elle existe. Certaines tentatives peuvent aussi passer par la culpabilisation, des phrases qui suggèrent que tu es trop dur, trop distant, des allusions au passé, aux moments partagés, comme si ton silence devenait une faute, comme si le fait de te protéger devenait une injustice. Et là encore, cela touche quelque chose de profond, ton empathie, ton sens de la responsabilité, ton désir de ne pas blesser. Mais il est important de voir que ces tentatives, aussi variées soient-elles, répondent à une même logique, rétablir l'accès, retrouver une influence, revenir dans un espace où la relation peut être réactivée selon des schémas connus. Ce qui rend cette phase particulièrement délicate, c'est qu'elle peut réveiller en toi des émotions contradictoires. Une partie de toi peut ressentir du soulagement, une autre peut ressentir de la méfiance, une autre encore peut espérer que les choses soient différentes. Et dans cette multiplicité d'émotions, le risque est de perdre la clarté que ton silence avait commencé à créer, car ton silence n'était pas seulement une absence de mots, c'était un espace de lucidité, une manière de sortir du brouillard émotionnel. Et les tentatives de retour viennent parfois troubler cet espace. Elles remettent du mouvement là où il y avait du calme. Elles réintroduisent de l'incertitude là où une forme de stabilité commençait à apparaître. C'est pour cela qu'il est essentiel de les voir pour ce qu'elles sont, non pas nécessairement comme des preuves d'amour, mais comme des manifestations d'un système qui cherche à se réactiver. Et dans cette compréhension, quelque chose devient plus clair. Tu n'es pas obligé de répondre, tu n'es pas obligé de te justifier, tu n'es pas obligé de replonger dans ce qui t'a épuisé, parce que derrière chaque tentative, aussi douce ou troublante soit-elle, il y a une question implicite. Est-ce que le lien peut reprendre comme avant? Et ton silence, s'il reste stable, continue de répondre sans un mot. Il y a un moment où le silence cesse d'être uniquement une réaction à l'autre. Il ne s'agit plus de couper, de fuir, de se protéger face à une dynamique devenue trop lourde. Quelque chose change de direction. Ton silence ne regarde plus vers lui. Il commence à te ramener vers toi. Au début, ce silence peut être inconfortable. Il peut être rempli de questions, de doutes, de souvenirs qui reviennent sans prévenir. Tu te demandes si tu as bien fait, si tu aurais pu dire autre chose, si une explication aurait changé quelque chose. Et dans cet espace, il y a une forme de vide, un vide inhabituel, presque déroutant, parce que tu étais habitué à une présence constante, même dans le chaos, même dans l'incompréhension. Il y avait toujours quelque chose à analyser, à ressentir, à gérer. Puis, peu à peu, ce vide change de texture.
il devient un espace dans lequel tu respires différemment, un espace dans lequel tu n'es plus en alerte permanente, un espace dans lequel tes pensées commencent à se calmer, et c'est là que la transformation commence vraiment, parce que ton silence te redonne accès à toi-même. Tu n'es plus défini par ces réactions. Tu n'es plus en train d'ajuster ton comportement pour éviter un conflit, pour maintenir une connexion, pour préserver quelque chose qui te coûtait. Tu retrouves une forme de simplicité intérieure, pas une simplicité naïve, mais une clarté. Tu commences à voir les choses autrement. Ce que tu acceptais avant devient plus visible. Ce que tu justifiais perd de sa légitimité. Ce que tu ressentais sans pouvoir le nommer prend enfin des mots. Et dans cette prise de conscience, il y a quelque chose de profondément apaisant. Tu comprends que ton silence n'est pas une perte, c'est un retour vers tes limites, un retour vers ton rythme, un retour vers ce qui est juste pour toi. Ce qui est frappant, c'est que plus ton silence dure, plus il cesse d'être un effort. Au début, il demande de la volonté. Il demande de résister à l'envie de répondre, de vérifier, de replonger dans ce qui est familier. Mais ensuite, il devient naturel, parce que tu n'as plus envie de revenir en arrière, pas par orgueil, pas par colère, mais parce que tu ressens profondément que quelque chose en toi a changé. Tu n'as plus besoin de cette dynamique pour exister. Tu n'as plus besoin de cette validation pour te sentir réel. Tu n'as plus besoin de te perdre pour maintenir un lien. Et cette réalisation est silencieuse mais puissante. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à être vue. Elle s'installe doucement dans ta manière de penser, dans ta manière de ressentir, dans ta manière d'être avec toi-même. Ton silence devient alors une forme de respect, un respect que tu t'accordes, un respect que tu n'attends plus de l'autre. Et dans ce respect, il y a une dignité retrouvée,